Quand vous regardez l'enseignement, il y a un effondrement de l'enseignement. L'agriculture, les paysans disent eux-mêmes qu'ils vont crever. L'économie, 65 000 faillites par an. Désindustrialisation qui continue, déficit public. Police, sécurité. On a une envolée de la délinquance et de la criminalité qu'on a l'impression de ne pas pouvoir stopper. Rien ne fonctionne plus dans tous les domaines. Et c'est complètement logique parce qu'en fait, on a une caste au pouvoir qui rate tout ce qu'elle fait parce qu'elle a une idéologie post-nationale, européiste, mondialiste, une idéologie en fait qui échoue dans tous les domaines. On est dans un système de plus en plus autoritaire où les libertés sont de plus en plus entamées, à part la liberté de consommer qu'on nous laisse. Quand les gouvernements sont vraiment très mal, sont dans une impasse, dans des périodes historiques, en fait, ils aiment bien conduire le peuple à la guerre, ce qui permet de faire un problème encore plus gigantesque et d'oublier tout le passé, toutes les erreurs du passé. Je pense qu'on en est là. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des questions liées à l'environnement et à l'énergie. Vous êtes aussi essayiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen qui rassemble des Français qui souhaitent bousculer un système politique qu'ils jugent complètement bloqué. Et vous publiez un ouvrage collectif intitulé « Le projet des citoyens français pour sauver la France », dans lequel vous faites le diagnostic des maux qui frappent notre pays, tout en proposant des pistes pour redresser la barre. Alors, vous dites d'ailleurs dès le début du livre qu'il y a 40 ans, la France était un pays prospère et qu'aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, plus rien ne tient debout. Vous parlez d'un pays qui court au désastre dans tous les domaines, d'une France au bord de l'effondrement économique, social et civilisationnel. Est-ce que vous exagérez pas un petit peu? Est-ce que la France va si mal que ça? Malheureusement, en fait, il n'y a rien qui tient debout. Effectivement, quand vous regardez l'enseignement, il y a un effondrement de l'enseignement. L'agriculture, les paysans disent eux-mêmes qu'ils vont crever. L'économie, 65 000 faillites par an. Désindustrialisation qui continue, déficit public. Police, sécurité. On a une envolée de la délinquance et de la criminalité qu'on a l'impression de ne pas pouvoir stopper. Si vous regardez dans tous les domaines, en politique étrangère, on est ridicule et on ne rayonne plus du tout à l'étranger, alors que la France était considérée comme une grande puissance. Elle est au Conseil de sécurité. En fait, rien ne fonctionne plus dans tous les domaines. Et c'est complètement logique parce qu'en fait, on a une caste au pouvoir qui rate tout ce qu'elle fait parce qu'elle a une idéologie post-nationale, européiste, mondialiste, une idéologie en fait qui échoue dans tous les domaines, très clairement. Et elle est incapable de changer de cap et se déjuger, voilà, et de renoncer à son pouvoir, tout simplement. Elle veut garder son pouvoir et sa gamelle, et c'est ce que comprennent les Français. Vous parlez d'une caste, je crois que vous utilisez aussi le terme d'oligarchie dans le livre. Qu'est-ce que vous entendez par là, finalement? C'est-à-dire que c'est des gens qui ne gouvernent pas pour le peuple et dans l'intérêt du peuple français. Ils gouvernent contre le peuple et dans leur intérêt personnel à eux et dans leur logique personnelle. C'est ça qu'on veut dire. C'est le gouvernement de peu de gens. Ils ont complètement verrouillé le système médiatique de différentes manières. Il est complètement verrouillé par des milliardaires, effectivement, qui sont nés de la mondialisation économique, d'entreprises de plus en plus gigantesques et du laisser-faire que de la classe politique sur le domaine des médias. Et finalement, ça permet une certaine consanguinité. Ce ne sont pas les meilleurs qui arrivent au pouvoir, dans toute démocratie ou méritocratie. C'est un petit groupe qui se retrouve sur une idéologie, sur des intérêts personnels, voilà, uniquement. Et c'est ça qu'on peut appeler la caste et l'oligarchie. Ce ne sont plus des élites. Vous dites d'ailleurs que cette caste d'hommes politiques, elle n'aime pas le peuple français et le méprise. Effectivement, ils ont alors la fusion en fait ultime de l'UMP et du PS, des Républicains et du PS en fait dans le sous-marin Macron. C'est un homme qui n'aime pas la culture française, qui insulte régulièrement les Français de l'étranger. Quand il est en France, il parle des illettrés. Quand il était en Bretagne, il parle des Français qui ne sont rien. Vous savez, quand dans une gare, il y a des Français qui ne sont rien. Quand les Français disent qu'ils n'arrivent plus à manger à leur faim, qu'ils n'arrivent plus à nourrir leur famille, en 2018, les Gilets jaunes viennent dans la rue, on leur répond qu'ils sont factieux, séditieux, quoi.
Voilà, donc ce sont des gens qui n'aiment plus du tout la France et qui veulent la voir se dissoudre en fait dans l'Union européenne, dans le mondialisme, avec Macron d'ailleurs qui joue son intérêt personnel. Son intérêt personnel à lui, c'est pas de bien gouverner la France pour le service du peuple français, c'est probablement d'être président de l'Union européenne à la fin de son mandat. C'est quelque chose dont il rêve. La France ne l'intéresse plus. Il ne la défend plus, il ne nous protège plus. De toute manière, ces gens-là ne sont que dans leur intérêt personnel. Il faut bien comprendre que quand vous gouvernez le peuple français, quand vous êtes au niveau du système politique, ministre, président, et que vous détruisez les agriculteurs, vous êtes ministre de l'Agriculture, ministre de l'Industrie, vous détruisez l'industrie par l'énergie chère que nous impose l'Union européenne, ou par le libre-échange avec la Chine, qui est en train de détruire, par exemple, la construction automobile, que vous laissez détruire l'enseignement. En fait, ce sont des gens qui ne sont animés que par des intérêts personnels, aujourd'hui. Voilà, la caste politique a complètement dégénéré. Quand vous dites intérêt personnel, pardon, quel est le profit que même en retire en fait Le pouvoir et la gloire, quoi, en fait, et l'argent. Le pouvoir et l'argent. Avant, ils avaient la gloire d'être des hommes politiques. Maintenant, ils se font détester par les Français. Il y a 40 ans, il y a eu d'ailleurs sur Twitter quelque chose d'intéressant qui est passé. C'est on voyait il y a 25 ans Jospin et Chirac qui allaient pour le 11 novembre. On avait qui fêtait le 11 novembre, les commémorations. Et en fait, il y avait le peuple français qui était là sur les Champs-Élysées. Et quand les présidents et le Premier ministre venaient, en fait, ils étaient chaleureusement accueillis. Aujourd'hui, Macron est obligé de faire tout seul la descente des Champs-Élysées en ayant évacué le peuple, parce que sinon, il est sifflé. Je crois que d'ailleurs, vous parlez dans le livre d'Emmanuel Macron comme d'un président liquidateur. Oui, liquide la France. Un simple remarque, il a supprimé. La France a une des diplomaties les plus étoffées, les plus prestigieuses du monde, les plus efficaces. Il a liquidé le corps diplomatique pour faire en sorte que n'importe quel haut fonctionnaire puisse devenir diplomate, ce qui est quand même tout à fait absurde. Il faut des qualités particulières, il faut parler des langues. Là, c'est le règne du copinage, vous voyez. Il a liquidé ça, il a liquidé Alstom aussi. À un moment donné, il a liquidé Alstom et il a laissé liquider Alstom en tant que ministre de l'économie, alors qu'il avait absolument le droit de dire c'est une entreprise stratégique, on la garde, alors qu'Alstom, c'est maître de notre électricité en France. Hein. C'est eux qui fournissent les turbines et aussi nos sous-marins nucléaires et de tout un tas de choses. Voilà. Et il a liquidé, effectivement, c'est un liquidateur, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de protéger la France, contrairement à ce qui est dit. En fait, il laisse les grandes entreprises multinationales américaines racheter des entreprises stratégiques à tour de bras. Je crois qu'il y en a 1 millier qui a été racheté. Et c'est comme ça, là, il laisse l'agriculture partir avec le Mercosur. Il s'oppose même pas au Mercosur, qui va détruire l'élevage et l'agriculture française. Vous voyez. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que c'est un liquidateur qui ne cherche même pas à redresser le pays. Vous pensez que le Mercosur, finalement, ça va être néfaste pour la France, parce qu'il y a des pays en Europe qui le soutiennent, qui ont plutôt intérêt, je pense à l'Allemagne notamment, pour son industrie. Pour la France, vous pensez que c'est pas une bonne idée? L'Allemagne a l'impression que ça va être bon pour son industrie, mais enfin, le libre-échange généralisé, c'est en train de faire effondrer l'industrie allemande. Hein. Donc ça, c'est probablement une illusion. Mais pour la France, ça sera relativement moyen en termes industriels, parce que il y a d'autres problématiques avec la Chine qui est une grande concurrente, mais surtout au niveau agricole, et ça a de l'importance. Effectivement, les Brésiliens produisent 1 steak sur 4 qui est vendu sur la planète, dans des élevages géants, pas du tout aux normes de l'élevage français, qui est un élevage beaucoup plus familial avec une viande de qualité. Ça va être très très néfaste. Et pareil pour la canne à sucre et les autres récoltes de céréales. En fait, ils ont une exploitation avec leur climat, ils ont une exploitation extrêmement favorable et beaucoup moins chère que celle des agriculteurs français. Parce que je crois que Bruxelles estime que ça va permettre de faire économiser 4 milliards de droits de douane par an aux exportateurs européens vers l'Amérique latine, vers le Mercosur. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils nous racontent tout le temps, mais à la fin, on se rend compte que, en fait, l'Europe, à force de libre-échange, en fait, et de non-protection de nos entreprises et de notre industrie, est le continent depuis 15 ans qui a le moins de croissance du monde très très largement. Par rapport aux États-Unis, nous avons 2-3 fois moins de croissance dans le monde. Et l'écart se creuse sans arrêt. Donc on voit que cette idéologie mondialiste libre-échangiste est en échec vraiment très très important. Ah, vous sur l'agriculture, vous soulignez aussi le fait que il y a une menace pour la souveraineté alimentaire française, et vous dites qu'une crise géopolitique ou climatique importante pourrait plonger les Français dans l'embarras finalement. Alors en fait,
pour bien comprendre le principe du livre, en fait, ce livre, il a été fait, c'est pas le livre de Philippe Muret, hein, c'est le livre du mouvement. Et il a été fait, par exemple, je donne un exemple sur l'agriculture, on a 2 agriculteurs, plus un jeune qui a travaillé avec nous, un agriculteur qui a voulu rester anonyme et un autre qui s'appelle Sébastien Béraud, qui est connu pour ses positions et pour sa grande capacité d'analyse sur les problèmes de l'agriculture, lui-même en agriculture d'élevage et de culture de céréales qui nourrissent son bétail. Donc en fait, oui, on voit qu'on est aujourd'hui en déficit commercial. C'est la première fois depuis des dizaines d'années que la France est en déficit commercial agricole. Ah oui, vous voulez dire sur l'année 2025, ouais. Sur l'année 2025, c'est la première fois. Donc, même y compris en prenant en compte le vin, les produits de luxe que sont le vin et le fromage, hein, qui sont des gros atouts. Et en fait, on a eu une transformation. Alors, effectivement, c'est le problème du libre-échange, c'est-à-dire que les salaires en France sont relativement élevés, ça compte beaucoup dans l'agriculture, le niveau des salaires, et nous ne pouvons pas être, en Provence, c'est difficile d'être compétitif, par exemple, par rapport aux fruits espagnols, par rapport aux légumes, mais maintenant aussi du Maroc, du Kenya, du monde entier, en fait. Oui, mais là, vous parlez de l'Espagne. L'Espagne fait partie de l'Union européenne. Donc justement, c'est pour ça que je veux en sortir de l'Union européenne. On n'arrivera pas, surtout qu'en plus l'Espagne arrive à produire ses fruits et légumes, mais en ayant des villages entiers de migrants qui travaillent en fait à la place des Espagnols beaucoup moins chers et qui sont esclavagisés. Et ces pratiques sont en train petit à petit de venir en France. On est obligé d'avoir des pratiques de moins en moins chères. Et en fait, on fait venir des gens d'Afrique pour aller récolter des fruits et légumes dans des champs de plus en plus géants. Donc, on est en train, dans un modèle qui est en train de perdre en termes de qualité. On avait des fermes familiales diversifiées. On a des fermes de plus en plus grandes avec des migrants qui viennent travailler dans certains endroits où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et des fermes de plus en plus fragiles aussi parce que, comme elles n'ont plus qu'une seule activité, si vous voulez, s'il y a un problème sur le produit, eh bien la ferme s'effondre. Alors qu'avant, la ferme avait plusieurs piliers. C'était plus ça au niveau écologique, mais plus ça au niveau économique, puisqu'elle était diversifiée. Donc, s'il y avait un problème sur un produit, sur un autre produit, elle se rattrapait, l'agriculteur se rattrapait. Donc, on a un vrai problème avec, en plus, des fermes qui deviennent, oui, on est presque à 1 km². On est en train de se rapprocher du modèle américain. Oui, là, on est sur des fermes beaucoup en monoculture, en fait. Oui, en monoculture, tout à fait. Donc, ça fragilise, c'est moins bon au niveau écologique, c'est pas sain au niveau économique. Et vous voyez, là où l'Union européenne, elle est terrible, c'est-à-dire que non seulement elle impose le libre-échange, elle impose la concurrence déloyale, c'est-à-dire que on va avoir de la viande de bœuf du Brésil qui est même pas aux normes françaises, qui va pénétrer dans la supermarché. Il y aura des contrôles qui seront faits. Après, l'inquiétude, elle porte sur le fait qu'on ne sait pas si on pourra tout contrôler. En fait, on sait que les contrôles sont mal faits, malheureusement. Et en fait, que beaucoup de produits, il y a un rapport du Sénat qui montre qu'un quart de la production agricole qui est importée en France, en fait, n'est pas aux normes. N'est pas aux normes parce que il n'y a pas du tout assez de contrôles qui sont réalisés. Rien n'est fait pour les contrôles aient lieu. Le deuxième point, on nous met en concurrence donc déloyale aussi avec une énergie qui est hyper chère en Europe. Et l'énergie, ça compte dans l'agriculture. Il faut beaucoup de gazole pour les tracteurs ou d'électricité pour les vaches laitières et pour tout un tas d'activités. Quand vous avez une énergie qui est 2-3 fois plus chère que dans le reste du monde, ça pose un problème majeur. Donc vous voyez que plus les normes écologiques très fortes qu'on veut appliquer à nos agriculteurs, qu'on n'applique pas au Brésil, en fait, la concurrence est totale et on est vraiment en train de détruire notre agriculture par cet ensemble de choses, quoi. Et sur l'aspect biologique, vous en parlez dans le livre aussi. Alors vous êtes pour évidemment une agriculture biologique plus respectueuse de l'environnement, mais vous dites que ça prend du temps à être mis en place. Alors moi, j'ai écrit pour vous dire comme les choses vont vite. En 2020, j'avais écrit un livre qui s'appelle « La transition écologique ». Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, où je disais qu'on pouvait effectivement faire une transition écologique sur 15 ans, 20 ans sur l'agriculture en France pour aller vers une agriculture vraiment beaucoup plus respectueuse de l'environnement, avec un programme très ferme. Mais là, j'y crois même plus. Si vous voulez, là, on n'en est même plus là. On a tellement on s'est tellement détruit que 70% des agriculteurs sont au bord de la faillite finale. En France. En France, 70%. Donc en fait, le but, il est plus... Et on n'aura pas d'agriculture écologique en France si on n'a pas d'agriculteurs. Donc le but, c'est ce que j'explique, c'est ce qu'on explique d'ailleurs avec Sébastien Béraud, qui nous a aidé à écrire cette partie, c'est d'abord de sauver en fait de la faillite tous les agriculteurs. L'agriculture française, par un grand plan Marshall, et après, on pourra redévelopper l'agriculture. Et dans un deuxième temps, on pourra faire de l'agriculture biologique, parce qu'on n'y est même pas aujourd'hui. D'abord, il faut redévelopper un peu l'agriculture et sa base, avant d'aller sur de l'agriculture biologique de masse. D'ailleurs, vous le voyez, l'appauvrissement est tel des Français, qu'en fait, l'agriculture biologique chute maintenant chaque année.
Les gens achètent de moins en moins de bio, parce que pour acheter du bio, il faut quand même avoir des moyens. Comme ni les Français n'ont les moyens, ni l'État a les moyens, on ne peut plus se permettre de faire ça. D'abord sauver le pays, et après, vraiment, l'écologie, quoi. Aujourd'hui, on en est là, quoi. Ouais, mais c'est quand même un sujet qui, enfin, en tout cas, pas mal de gens y sont sensibles, puisqu'on l'a vu pendant la loi Duplon, qui a été très controversée, qui a finalement d'ailleurs, qui a été adoptée, mais partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, notamment sur la partie qui prévoyait la réintroduction dérogatoire d'un pesticide de la famille des néocotinoïdes, la l'acétamipyride. Oui. On voit que ça a suscité quand même pas mal d'émoi. Il y a une pétition qui a rassemblé 2 millions de signatures contre cette loi. Alors, on peut faire des choses sur les pesticides dangereux, mais on ne pourra pas faire une agriculture bio dans les 10 ans à venir. Il faut d'abord redévelopper l'agriculture. Il faut que les jeunes, les agriculteurs sont vieux, ils sont au-delà de 50 ans de moyenne d'âge. Il faut faire venir des jeunes dans les campagnes. Donc, on a tout un moment de redéveloppement avant de faire vraiment aller à fond sur de l'agriculture biologique. Et puis, il faut que le pays soit prospère, très clairement, pour qu'on le fasse. Donc, on n'est plus dans cette norme-là. Vous voyez, même si c'est important, il faut être raisonnable. Moi, j'étais à fond pour l'écologie, mais là, on ne peut plus. On n'a plus les moyens et la situation est trop critique. Il faut d'abord une autre phase, une phase de protectionnisme, tout simplement, hein, c'est-à-dire faire comme tous les pays du monde, protéger nos producteurs par des droits de douane, protéger nos producteurs avec des normes qui seront respectées. C'est-à-dire que si un pays nous envoie des produits qui ne sont pas aux normes, ben déjà l'importateur va être sanctionné. Si au bout de 2 fois, on pourra interdire à l'importateur ou à l'exportateur du pays de vendre ses produits. Et puis, si ça continue, on dira au pays, ben, nous n'allons plus pouvoir acheter vos produits si vous êtes incapable de contrôler vos normes. Voilà. Il faut une fermeté totale. On n'est pas respecté parce qu'on laisse passer des produits, voilà, qui ne sont pas à nos normes, alors que nos agriculteurs, nos paysans français, doivent subir ces normes et des contrôles. Voilà. Donc, il faut se faire respecter et il faut se protéger. Vous parliez d'éventuellement imposer des droits de douane envers certains pays. Alors, il y aura des contreparties. Si on le fait, les pays en question pourront nous imposer d'autres droits de douane sur des produits que nous leur vendons. Mais qui gagnera, ça sera nous, cette bataille. Pour une raison très simple, comme le fait Trump, et il gagnera cette bataille. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays avec qui on est en déficit commercial. Quand on sort de l'Union européenne, on renégocie forcément tous les accords de libre-échange, ils tombent, il faut les renégocier. Donc, on les renégociera avec un espace agricole où on mettra des droits de douane. Et on devra lâcher autre chose sur un autre côté. Mais si vous voulez... Est-ce qu'on n'aura pas un pouvoir de négociation plus réduit tout seul qu'à 27 avec un marché de 500 millions de consommateurs? C'est la théorie et la pratique. On voit que les Anglais ont obtenu 10% de droits de douane avec les Américains, alors que l'Union européenne s'est couchée et a obtenu 15% de droits de douane, quoi. A eu des droits de douane bien pires. Donc, on voit que l'Union européenne ne sait pas se défendre. La France pourra se défendre, mais surtout, elle pourra se défendre par d'une chose très simple. Nous sommes en déficit commercial, comme les Américains. Et quand vous êtes, par exemple, avec un pays où vous importez 20 milliards du pays et vous exportez que 10 milliards, qui va perdre? C'est celui qui importe 20 milliards quand vous voulez rééquilibrer. Et il n'y a pas le choix. De toute manière, vous pouvez très bien dire à la face du monde, si les Chinois, par exemple, qui exportent, je crois, autour de 50-60 milliards, quand on en exporte 15, ne sont pas d'accord, nous dirons à la face du monde, la France a le droit de vivre. La France a le droit d'avoir une industrie, comme la Chine a le droit de vivre et d'avoir une industrie. Donc nous demandons aux Chinois d'arrêter de nous faire chanter pour avoir un équilibre de la balance commerciale. Et je peux vous dire que ça c'est un discours qui portera. Parce qu'effectivement, on a la Chine qui a un impérialisme industriel, qui veut l'industrie du monde. Mais il faut être capable... Qu'on lui a laissé aussi, enfin, ça, On l'a laissé aussi, mais c'est eux qui le font, hein, franchement. C'est vraiment eux. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je suis aussi opposé à l'impérialisme militaire américain qu'à l'impérialisme industriel chinois, qui est extrêmement grave. Ils avaient 100 milliards d'excédent commercial en 2001. Ils sont à 1100 milliards. Quand est-ce qu'ils s'arrêtent? Et comment ils font? Normalement, si vous voulez, leur monnaie, puisqu'ils ont des excédents commerciaux, les entreprises récupèrent des masses, aujourd'hui 1100 milliards de dollars par an, de l'étranger. En fait, normalement, ils les vendent et ils achètent la monnaie chinoise qui doit monter, ce qui équilibre la balance commerciale à terme. Que fait le gouvernement chinois? C'est lui qui rachète les dollars, en fait. Donc, en fait, il rachète les devises, donc les dollars, à ses exportateurs. Pour empêcher la monnaie de monter. Donc, la monnaie est 2 fois moins chère qu'elle devrait, la monnaie chinoise. Et donc, ils peuvent exporter leurs produits 2 fois moins cher. Donc, c'est une manipulation de la monnaie. Et ce qu'ils font aussi, d'ailleurs, c'est qu'ils investissent ces devises, ces dollars, dans la dette américaine derrière. Dette américaine, dans l'or, etc., pour leur plus grand intérêt. Mais c'est une manipulation de la devise pour manipuler le marché industriel et tout prendre. Et la France doit s'opposer à l'impérialisme industriel chinois
Tout comme il ne doit pas être d'accord avec l'impérialisme militaire américain. Nous sommes un pays qui sommes une puissance de paix, mais chacun a le droit de vivre dans le monde. Il n'y a pas que les Chinois qui ont le droit d'avoir une industrie ou les Américains qui ont le droit d'avoir une armée, quoi. Voilà, tous les pays doivent avoir, effectivement. Mais moi, j'ai pas du tout peur par rapport à ça. Si vous voulez, c'est parce qu'on est faible. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que vous parce dites, qu'on est c'est faible, que... parce que on a des gouvernements faibles. Vous voyez bien que Emmanuel Macron n'est même pas capable de se faire respecter du régime algérien. Donc, on n'imagine pas qu'il puisse se faire respecter. Ah, là, vous parlez par rapport aux épisodes avec Boualem Sansal, qui a fini par être libéré quand même. Donc, imaginons bien qu'ils sont incapables d'avoir un plan pour se faire entendre des Chinois. Mais si vous avez une doctrine qui est juste, vous arrivez, bien sûr que les Chinois vont essayer de nous faire chanter par plein de moyens différents. Nous avons aussi des moyens pour faire en sorte de nous faire entendre. Vous parliez de l'aspect industriel, donc cette hégémonie chinoise. Oui. La réindustrialisation était au cœur des engagements, des objectifs d'Emmanuel Macron. Quel regard vous portez sur son bilan à ce niveau-là ? À ce niveau-là, en fait, les chiffres, les statistiques montrent que, en fait, l'industrie. Alors, il a donné beaucoup de subventions, il a fait tout ce que lui, il pouvait avec son logiciel pour essayer d'industrialiser, mais en fait, c'est un gros échec puisqu'on est à 5 ou 6% de production industrielle en moins. Comparé à le début de 2017. son quinquennat. D'accord. Et en Italie, on doit être à moins 10, moins 12. Ça baisse aussi extrêmement vite. Donc, en fait, ça va mal partout en Europe en termes industriels, dans tous les grands pays. Pourtant, on entend souvent que l'Italie s'en sort pas si mal au niveau industriel. C'est totalement faux. C'est du pipeau des aficionados de Meloni. Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, les salaires ont baissé de 5 ou 6% et l'industrie a baissé de 7,5%. Donc, en fait, il n'y a rien qui fonctionne, mais elle est extrêmement brillante, si vous voulez, pour manipuler la réalité avec un marketing politique. Et il y a des gens qui adorent Meloni, je ne sais pas pourquoi en France, parce que les résultats sont vraiment très très mauvais. Et il ne faut pas croire qu'un gouvernement qui agirait comme celui de Meloni serait aimé en France. Les Italiens apparemment apprécient, et ça leur suffit. Ils ont des mots, des paroles de redressement de l'Italie, d'arrêt de l'immigration, alors qu'il n'y a aucun arrêt de l'immigration. Hein. Il y a la continuation de la même immigration en Italie. Elle est plus légale qu'illégale, mais c'est le même nombre de gens. Et en fait, en France, ça se passerait pas bien. Il faut pas rêver. Hein. Je veux dire, l'Italie, elle arrive à avoir une cote de popularité qui tient. Si Marine Le Pen fait la même chose, promet l'arrêt des flux d'immigration et le redressement de l'économie et qu'elle n'y arrive pas, les Français, en 1 an ou 2 ans, la cote de Marine Le Pen et du RN sera très très basse, quoi. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de alors la Marine Le Pen, bon, elle pourra peut-être pas se présenter en 2027, on ne sait pas encore. Il y a une décision de justice qui va trancher. Sinon, ce sera probablement Jordan Bardella qui fait partie, je crois, selon les derniers sondages, des figures politiques les plus populaires auprès des Français. Quel regard vous portez sur ça ? Oui, il y a une grosse chance, effectivement. Moi, j'y étais de 2014 à 2017 quand il défendait la souveraineté nationale et la sortie de l'Union européenne. Et j'en suis parti au moment où ils ont décidé d'arrêter de vouloir faire un référendum s'ils étaient élus à l'élection présidentielle. Donc, il n'y aura pas de référendum de sortie de l'Union européenne. Il y a une forte chance, en fait, que les Français ont envie d'essayer. On n'a jamais essayé le Front National et donc on veut les essayer. C'est l'idée. Il y a une forte chance. Ils sont très en tête. Aujourd'hui, ils seraient à 35% contre 11% pour le deuxième. On verra après une campagne électorale. Donc il y a une forte chance, il y a une chance qu'ils passent. Effectivement, ils seront complètement impuissants parce que de toute manière, ils devront subir le droit européen. Et le droit européen est puissant en tout. Il nous impose en termes économiques, en termes agricoles. C'est lui qui nous empêche d'avoir des frontières et des postes frontières. Hein, c'est ce qu'on appelle Schengen. C'est celui qui nous oblige au regroupement familial, à l'asile politique, à tous les flux d'immigration. Et là, ils vont se buter à quelque chose d'extrêmement fort qui les empêchera d'avoir des résultats, comme ça empêche Meloni d'avoir des résultats. Ils auront 2 possibilités. Soit ils se disent, bon, on va essayer, on va rester dans cet échec, fondamentalement, dans lequel nous entraîne l'Union européenne, et l'échec pour la France, on fera pas grand-chose, ou alors on sort de l'Union européenne. Maintenant, c'est pas simple de dire on va sortir de l'Union européenne, alors qu'on a vendu pendant 7 ans qu'on va redresser la France en la laissant dans l'Union européenne, c'est ce qu'ils prônent, et donc ils vont avoir un vrai dilemme à ce moment-là, qui sera important. À mon avis, je pense pas qu'ils auront le courage de sortir de l'Union européenne, donc pour la France, ça va pas forcément améliorer beaucoup les choses. Leur présidence, si jamais ils sont élus en tant que président, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Vous pensez que oui, le RN ne pourra pas tenir ses engagements une fois au pouvoir, qui sera entravé. Alors vous parliez de l'Union européenne, il y a aussi le Conseil constitutionnel qui pourrait éventuellement mettre des bâtons dans les roues à un prochain gouvernement. Alors de 2 manières en fait, c'est-à-dire, mais en plus,
Le pire, c'est que le Conseil constitutionnel peut totalement abuser. Ça a été le cas dernièrement sur la loi immigration. Mais l'essentiel du droit sur l'immigration, en fait, est régi par l'Union européenne. Il reste que de très faibles marges de manœuvre. Le regroupement familial est imposé par l'Union européenne. Donc, si vous mettez une loi française pour interdire le regroupement familial, vous ne respectez plus le droit européen. C'est la logique d'appartenance à l'Union européenne qui est donc mise en cause. La seule manière d'avoir un droit qui est complètement souverain, de faire ce que vous voulez en termes de droit, en termes de loi, et donc de régler vos problèmes, c'est de sortir de l'Union européenne. À ce moment-là, vous n'êtes plus régi par ce droit, et donc vous avez entière liberté pour résoudre vos problèmes. Et sur la question de la sortie de l'Union européenne, alors vous dites dans le livre que pour vous c'est une condition indispensable pour changer de cap. Pourquoi est-ce qu'il est impossible de redresser la France sans sortir de l'UE pour vous? Alors déjà, sur l'agriculture, vous voyez bien, accord de libre-échange partout, donc c'est destruction de l'agriculture, y compris avec l'Ukraine d'ailleurs récemment. Donc l'Ukraine qui risque en plus de rentrer dans l'Union européenne, donc avec des terres noires extrêmement riches, avec un système industriel qui permet d'avoir des prix deux fois moins chers, par exemple sur le poulet au prix de la France. Donc il n'y a aucune chance de s'en sortir, il n'y a aucune chance de s'en sortir dans l'industrie, parce que sans protectionnisme, on n'a aucune chance de s'en sortir. D'ailleurs, le monde entier est dans la démondialisation, donc il faudrait la suivre. C'est impossible de s'en sortir avec l'énergie chère sur l'économie. C'est impossible de s'en sortir sur l'immigration avec Schengen et le droit européen sur l'immigration. Donc c'est impossible de s'en sortir sur beaucoup de domaines. Il y a des domaines comme l'enseignement qui sont libres relativement libres du droit européen. Vous pouvez vous débrouiller pour régler les problèmes de l'enseignement en restant dans l'Union européenne. Sur la police sécurité, vous pouvez pas faire pas mal de choses, même s'il y a beaucoup de lois européennes qui posent des problèmes quand on va dans le détail. Donc il y a beaucoup de sujets, mais l'essentiel, les gros sujets, vous pouvez pas les régler dans l'Union européenne. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, aucun pays ne s'en sort dans l'Union européenne. On nous dit que l'Italie s'en sort. Quand vous regardez les chiffres, il s'en sort pas. Tous les grands pays, aucun grand pays ne s'en sort, quoi. Alors, sortir de l'Union européenne, ça voudrait dire aussi donc abandonner l'euro et revenir au franc, Bien sûr. J'imagine. Quelles seraient les conséquences pour l'économie et les finances publiques? Alors, les conséquences, elles sont très positives. J'avais travaillé d'ailleurs avec Jacques Sapir pour Jean-Pierre Chevènement il y a une dizaine d'années de ça, mais la logique est à peu près la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dévaluez le franc, quoi, à ce moment-là par rapport au niveau de l'euro actuel, parce que c'est le but de 20-25%, eh bien tous les produits industriels français sont 20-25% plus chers. Et donc les importations, donc vous exportez plus, vous importez moins, et donc vous y retrouvez en termes de balance commerciale, vous y retrouvez en termes d'industrie, vous y retrouvez en termes de croissance, en termes de recettes fiscales. Donc ça a tous les avantages. Vous rentrez de nouveau dans un cercle relativement vertueux à court terme. Après, à nous de le prolonger par un État stratège, par tout un autre moyen de relancer l'industrie en France. Mais à court terme, à quelques années, fondamentalement, c'est un gros coup d'oxygène pour les industriels français. Donc ça favorise donc les exportations, effectivement, on dévalue la monnaie, la monnaie qui vaut moins cher, donc on peut plus, ça diminue le prix des produits qu'on vend à l'étranger. Par contre, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que si notre monnaie diminue, quand nous on achète, on importe des produits, on les paie plus cher. Bien sûr. Et notamment, il y a des produits indispensables comme tout ce qui est gaz, pétrole, que là en plus on paye en dollars. Un gouvernement intelligent, ce qu'il va faire, c'est qu'effectivement pour les produits sensibles comme le pétrole, vous vous débrouillez pour que si jamais il y a une hausse, ça fait augmenter un peu les prix à la pompe, vous baissez un petit peu les taxes sur cet endroit-là. Parce qu'il y a l'alimentation aussi, on parlait de l'alimentation, de l'agriculture tout à l'heure. Je crois qu'on importe aussi quand même de plus en plus de denrées alimentaires et notamment du poulet. Je peux vous dire le niveau des marges que se font les importateurs, vous pouvez baisser de 20% le niveau de la monnaie, ça bougera pas. Les fruits et légumes en Espagne, ils sont vendus à 30-40 centimes. Ils viennent dans vos supermarchés à 5 €. Le prix, vous voyez, de base du produit brut qui rentre en France, c'est pas le problème. C'est des marges derrière qui sont gigantesques. De la grande distribution. Ouais, tout à fait. De toute manière, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est vraiment le Frexit ou la mort. Et c'est fondamental de retrouver une industrie, de la production, de retrouver la valeur travail qui est en train de se déliter aussi. Un travail qui est correctement payé alors qu'on est en train de payer de moins en moins les gens.
effectivement, avec des salaires de plus en plus bas, notamment sur la jeunesse qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors ça, c'est peut-être lié aussi à un problème de marché du travail aussi en France, qui est pas hyper souple. Qui est mauvais partout. Et puis de redistribution, il y a quand même un écart entre le brut et le net qui est très très élevé. Alors, je peux vous dire, là, j'ai vu récemment les salaires de l'Italie. Entre 1992 et aujourd'hui, l'Union européenne a tellement flingué l'Italie que les salaires, ils sont plus bas qu'en 1992. On a vraiment flingué. Et comme il y a le niveau de l'information dans les médias sur ces domaines est compliqué, en fait, il y a beaucoup de manipulations, mais les pays sont vraiment flingués par l'Union européenne, complètement flingués, quoi. Et il faut pas croire que ça se passe mal en France, plus mal qu'ailleurs. Malheureusement, on est dans le peloton, au milieu, en Europe, mais grosso modo, tout est en train de s'effondrer au niveau des grands pays européens, et c'est pour ça que l'Union européenne, d'ailleurs, est extrêmement inquiète pour son avenir, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que l'euro a pas, en quelque sorte, finalement, ralenti le déclassement de la France, puisque le fait de passer à l'euro, ça nous a permis aussi de continuer une politique budgétaire peu rigoureuse, sans être sanctionné par les marchés financiers. Donc on a pu continuer à emprunter pendant des années en bénéficiant notamment de la rigueur de certains pays comme l'Allemagne, qui font aussi partie de la zone euro et dont la signature nous garantissait des taux d'emprunt relativement avantageux que nous n'aurions pas eu autrement. On aurait payé des effets. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'euro en 2001, on est encore un excellent commercial, la France. Donc le fait de rentrer dans l'euro avec une monnaie trop chère, pas du tout adaptée à la France, plus les problèmes d'énergie chère, de libre-échange, ça fait qu'on s'est retrouvé 25 ans plus tard avec un déficit commercial de 100 milliards. Donc, vous voyez, ça a beaucoup coûté, l'euro d'abord. Et ça a beaucoup coûté, donc, en termes de recettes fiscales, au pays, donc, en termes de déficit public. Donc, après, il y a un petit effet positif, effectivement, de l'euro là-dessus, oui. Mais vous savez, on sort de l'Union européenne. C'est très simple, On peut contrôler le niveau des taux longs aussi. Quand on est dans une situation très difficile, on sort de l'euro et on retrouve le franc. Vous voyez, on revient sur la loi de 73 aussi. Ça veut dire qu'on permet à l'État français de se refinancer à la Banque de France. Et si les taux d'intérêt sont un petit peu trop élevés, vous savez quoi, les taux à 10 ans, on peut toujours racheter par la Banque de France des obligations pour faire baisser le taux d'intérêt et les fixer. C'est ce que fait le Japon. Vous voyez, il ne faut pas se paniquer. On a toutes les solutions pour gérer le pays. Après, il faut avoir le courage de prendre les leviers et de savoir les tenir et de les gérer intelligemment. On pensait que là, on a encore des marges de manœuvre, même en sortant de l'euro, avec une dette de 3 400 milliards. Bien sûr, mais bien sûr, tous les pays, la dette de toute manière est gigantesque partout dans le monde. On est en fin de cycle financier partout. Mais vous savez, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, le pays est détruit. La France est détruite, il n'y a plus d'usines, elles ont toutes été bombardées. De Gaulle et ceux après, ils disent, on va remonter le pays et on va en plus construire une sécurité sociale qui n'était pas là. On passe de 200% de dette publique sur PIB à 7% de dette sur PIB 25 ans plus tard. Donc on sait faire ce genre de choses. On sait faire. L'important, c'est de créer de la richesse et que les gens travaillent. Et à partir de ce moment-là, les pays vont bien. Parce qu'on a fait exactement l'inverse. On a fait en sorte que ça soit très difficile de trouver du travail. Donc on travaille, il y a 7 millions à peu près de personnes qui travaillent pas en France pour différentes raisons. Mais en tout cas, il y a une pénurie de travail très clairement en France. Très très difficile pour les jeunes de trouver un job. À part serveur peut-être dans un restaurant, mais à part ça, c'est très très difficile de trouver un job aujourd'hui en France. Les salaires sont mal payés, donc voilà. Donc on sait faire tout ça, vous voyez. On sait faire partir d'une économie qui est à moitié détruite, comme aujourd'hui, comme par une guerre. Ils ont tellement mal dirigé que l'économie est presque détruite comme dans une guerre. On sait le rebâtir. Maintenant, il faut se donner les leviers de commande pour pouvoir le faire, clairement. Vous parlez du travail, on a aussi, alors, vous avez sûrement vu ces derniers mois sur les réseaux sociaux la montée du hashtag c'est Nicolas qui paye, qui est un peu le symbole justement de certains actifs qui en ont assez de payer autant d'impôts et qui estiment aussi d'ailleurs qu'ils remettent en question le système de redistribution et qui considèrent pour certains que la France entretient aussi une forme d'assistanat depuis des années. Oui, alors moi je ne crois pas du tout à l'assistanat. Je trouve que c'est une insulte faite aux jeunes que je connais qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Je trouve que ce terme est horrible, franchement. Il y a peut-être un peu d'assistanat par ailleurs, mais quand vous voyez la difficulté de gens à trouver du boulot, je trouve que c'est un crachat qui est fait envers ces personnes, qui sont humiliées au jour le jour par le fait de ne pas trouver de boulot. Je trouve que c'est vraiment la droite la plus rance qui dit ces choses-là, les Laurent Wauquiez, etc. Première chose. Deuxième chose, oui, de toute manière, vous pouvez pas payer un modèle social quand vous avez des millions de personnes qui travaillent pas parce que vous avez créé une pénurie d'emploi. Un système qui est un système de pénurie avec zéro croissance. Oui, c'est clair. Si on continue dans ce système, il n'y a plus de modèle social qui tient, je suis d'accord. Si vous changez de système économique,
en retrouvant de l'industrie, du travail, en favorisant la valeur travail et un travail correctement payé, oui, vous arrivez. Parce que moi, les libéraux me font marrer, les ultra-libéraux, ils me font rigoler. En fait, ils font en sorte qu'on ait un libre-échange avec des pays à bas salaire, et donc de plomber les salaires, et donc de plomber les cotisations sociales du système de retraite et du système d'assurance maladie. Et après, ils disent « Ah ben mince, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc la sécurité sociale est en déficit. » Vous voyez, ces gens-là ne sont que mensonges. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de libéraux qui soient très favorables à la, des ultra-libéraux, à la sécurité de ceux sociale. Parce que moi, je suis pour le libéralisme dans certaines parties de l'économie. Par contre, le libéralisme, il doit être régulé. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, par exemple, du président argentin Milei, qui lui s'assume comme un libéral pur jus et qui a récupéré l'Argentine dans une situation économique très difficile? Alors, après, on est dans quelque chose de très particulier en Argentine parce que c'est pas comparable. Hein. Ça fait 120 ans que l'Argentine décline, en fait, en termes économiques. 5e puissance économique mondiale au début du XXe siècle, 30 ou 40e puissance économique aujourd'hui. Donc, avec une perte de richesse. Donc, c'est un pays qui est pas comparable. Et le vrai problème de l'Argentine, c'est que les Argentins sont pas patriotes. Et en fait, ils ont tendance à placer, dès qu'ils gagnent de l'argent, à placer l'argent, les capitaines d'industrie, de placer l'argent en dollars à l'étranger, qui finissent d'ailleurs par reprêter en dollars au gouvernement argentin tant qu'il peut payer. Mais ils le font parce qu'ils ont peut-être pas, ils n'avaient pas confiance justement dans le gouvernement. Ils n'ont pas confiance et puis c'est un manque de patriotisme. C'est un système général. Hein. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui explique que l'Argentine descend les marches économiques. C'est une des raisons depuis 120 ans. Et après Milei, il a fait un énorme programme. Bon, si Trump avait pas sauvé Milei sautait en fait et le peso sautait en septembre. Hein. Trump a fait un prêt de 20 milliards de dollars à l'Argentine en septembre et ils ont aidé avec les grandes banques américaines et avec l'État américain. Sinon, le peso et la dette argentine sautaient. C'est-à-dire que la dette argentine, elle était à une probabilité de faillite de 50%, l'Argentine. Voilà. Oui, mais ça, c'est une situation qu'il a héritée aussi. Il a hérité, mais ce que je veux dire, ça n'a pas été miraculeux ce qu'il a fait, quoi. Je pense que lui, il le fait de façon extrêmement violente en détruisant le modèle social, en détruisant l'éducation, le ministère de l'Éducation et beaucoup d'autres choses. Je pense que les Français sont pas les Argentins, que les Français ont envie d'autre chose. Ils ont envie que les enfants des classes sociales défavorisées puissent aussi avoir une éducation, puissent aussi recevoir une éducation. Après, on ne dit pas que l'État va tout payer tout le temps, mais avoir une éducation. Et je pense que c'est dans l'intérêt du pays, par exemple, vous voyez, de pouvoir donner une éducation correcte, même à des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Je crois que vous dites d'ailleurs dans le livre que la présidence d'Emmanuel Macron, pour vous, elle a été favorable aux plus aisés, hein, qui se sont enrichis pendant que les autres s'appauvissaient. De toute façon, le système Macron au départ, c'est quoi? C'est 40 milliards de baisse d'impôts. Impôts sur les sociétés qui passent de 33 à 25% sur les bénéfices. La suppression de l'ISF, dont la moitié de l'ISF sur les actions, notamment, et les obligations. Et puis d'autres mesures, en fait, en faveur des plus riches, quoi, très clairement. Et c'était la théorie du ruissellement dont on parlait en 2017-2018, ça allait résulter vers les gens. Non, les gens qui avaient de l'argent en ont profité. Les milliardaires ont vu leur fortune exploser sous Emmanuel Macron. Comme avant, mais encore plus rapidement qu'avant, comme depuis 25 ans, mais encore plus rapidement qu'avant. Effectivement, une économie de toute manière où il n'y a plus que les ultra puissants qui gagnent et tous les autres perdent, c'est pas une économie viable. Il faut changer de système économique. Voilà, parce que au bout d'un moment, de toute manière, la démocratie n'est pas possible s'il y a des gens comme Bernard Arnault qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent se payer tous les médias qu'ils veulent, Bolloré et d'autres, hein, tous les milliardaires qui se payent tous les médias. Je veux dire, il y a un verrou médiatique qui est imposé par les milliardaires. Il n'y a pas de démocratie possible. Ils peuvent non seulement payer les médias, mais aussi les campagnes politiques. Ils ont une influence gigantesque par plein de moyens différents. Donc, il n'y a pas de... C'est ce dont on parle d'ailleurs. On a travaillé à plusieurs ce programme économique avec des salariés de l'industrie. À la fin, on dit ce qui est important, c'est aussi de faire en sorte de favoriser la petite propriété. Ça, c'est fondamental. La petite propriété, les petites et moyennes entreprises, et la petite propriété des Français. Parce que si tout l'argent est détenu par quelques mains, en fait, vous n'êtes plus en démocratie, vous êtes en plutocratie. Donc, ça a des effets néfastes dans tout un tas de domaines. Alors, sur les médias dont vous parliez, je crois que vous prônez un changement de paysage médiatique, puisque vous dites dans le livre que pour vous, les médias sont un des principaux facteurs de blocage du système politique aujourd'hui. Exactement, tout à fait d'accord. Ouais, on a un verrou médiatique, et par les systèmes des médias publics, et par le système des médias privés qui sont possédés par les milliardaires. Donc ça me semble fondamental. Donc vous mettez public et privé dans le même panier finalement Oui, ils ont les différents défauts. Par exemple, vous n'avez pas le droit de parler de sortie de l'Union européenne
que ce soit dans un média public ou privé, pour des raisons différentes. Mais vous n'avez pas le droit d'en parler, ça représente 36% des Français qui veulent sortir de l'Union européenne, d'après 2 sondages, mais c'est une opinion qui est interdite. Donc on voit qu'on a un problème de censure, mais on l'a sur beaucoup d'autres sujets, tout le monde le sait. Ce qui me semble fondamental, c'est de rééquilibrer le paysage. Donc on a un problème parce qu'on a des milliardaires qui possèdent des médias, qui derrière favorisent des candidats comme Édouard Philippe, Attal, Glucksmann, hein, c'est les candidats du système pour 2027, et qui, donc, en même temps, reçoivent des aides du gouvernement, d'aide à la presse, des aides à la presse qui sont extrêmement importantes. Donc, on paye des milliardaires pour posséder des médias. Alors, on se fout quand même beaucoup du monde. Hein. Ça ressemble de plus en plus à une plutocratie, tout ça. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est que les aides à la presse soient décidées par les Français, pour que déjà les Français aient les médias qu'ils attendent. Qu'on arrête de payer pour Libération, qui a un tirage absolument ridicule et qui n'intéresse plus personne, et qui est juste soutenu par un milliardaire et par l'État français. Alors on parle aussi pas mal des réseaux sociaux ces derniers temps, notamment Emmanuel Macron qui en a parlé à plusieurs reprises. Pendant le forum de la paix fin octobre, il a appelé à un agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe face aux ingérences étrangères et à la désinformation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les réseaux sociaux font peser un risque sur la démocratie? En fait, c'est tout nouveau que l'expression de la liberté d'expression soit un problème pour la démocratie. Il me semblait que la démocratie, c'est le débat et c'est la liberté d'expression qui va avec, sauf quand vous appelez évidemment à des violences ou des choses comme ça qui sont interdites par la loi. Donc en fait, tout ce qu'on voit, c'est que ce sont des gens, en fait, cette caste n'a aucun résultat, c'est un désastre et les Français ne les supportent plus. Donc la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de couper les réseaux sociaux. D'où leur obsession des réseaux sociaux, qui a démarré il y a à peu près 1 an et demi, de pouvoir couper, de pouvoir censurer. Donc l'Union européenne en fait une partie avec les DSA, Macron se bat sur une autre partie pour l'interdiction des réseaux sociaux, ou au moins leur censure forte. Je pense que de toute manière, dans ce système-là, les médias indépendants n'existeront plus. Hein. Si on continue dans 5-6 ans, les médias indépendants auront l'État qui ira les embêter pour une chose ou pour l'autre, en termes d'opinion, recevront des amendes et à la fin, peut-être, seront obligés de fermer. On est dans cette logique-là de fermeture de la liberté d'expression pour permettre à la caste au pouvoir que personne ne puisse contester leur pouvoir, alors que personne ne les supporte plus, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vraiment, la situation, elle me semble vraiment très dangereuse pour le peuple français et pour tous les peuples européens, et qu'il est vraiment temps de se battre pour sortir de ce système, parce que sinon on va vers un système totalement autoritaire. Vous pensez qu'on se dirige vers un système autoritaire? Ouais. Et d'ailleurs, Emmanuel Todd avait écrit un bouquin, je ne sais plus quelle année, 2007-2010, il avait dit, attention, l'Europe va devenir autoritaire, donc un bouquin qui était vraiment prophétique, et avec des raisons qui m'avaient foutu le cafard, parce que justement c'était très très réaliste. On est dans un système de plus en plus autoritaire, où les libertés sont de plus en plus entamées, à part la liberté de consommer qu'on nous laisse. Mais le reste des libertés sont de plus en plus entamées, et je pense que c'est le système, une caste qui ne peut pas changer de logiciel et qui a de très mauvais résultats, si elle veut garder le pouvoir, il n'y a plus que l'autoritarisme pour garder ce pouvoir. D'où ces projets de surveillance dans les médias et de censure des réseaux sociaux, mais des projets de surveillance globaux. On entend sans arrêt parler de nouveaux projets de surveillance des Français. Là, c'est les chômeurs qui devraient être surveillés c'est le Sénat qui propose que les chômeurs soient surveillés, leurs comptes bancaires, leurs appels téléphoniques, je crois, et puis leurs relations avec les compagnies aériennes. Voilà. Au lieu de faire des choses très simples, d'aller faire pointer les chômeurs une fois par mois pour vérifier qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien en France, qu'ils ne sont pas en voyage, on surveille les gens, mais c'est la volonté de cette case de tout surveiller, quoi, en fait, pour effectivement pouvoir tenir les Français. Je crois que d'ailleurs la Commission européenne a recommandé il y a peu de temps la mise en place d'un centre européen pour la résilience démocratique. C'est ça. Joliment dit, qui est censé agir comme un bouclier démocratique pour protéger l'Union européenne toujours des ingérences étrangères et puis de la désinformation. Un système extrêmement vicieux, en fait, où ils vont donner, le Berliner Zeitung en parlait, j'en ai parlé il y a une semaine, suite à ça. En fait, ils vont donner des milliards d'euros à des ONG amis avec les valeurs européennes. Les valeurs européennes, c'est le commerce, c'est l'appel à la prospérité, la concurrence libre et non faussée. Donc des valeurs européennes, donc des amis de la Commission européenne qui vont en fait censurer les réseaux sociaux et qui vont avoir un rôle très important. Et puis il y aura la mauvaise information, c'est-à-dire les dissidents comme moi ou peut-être comme vous ou comme je ne sais pas qui dans la rue. Et puis ceux qui disent la bonne parole et qui sont payés pour dire la bonne parole. On voit qu'on a un système vraiment très très inquiétant, quoi.
D'ailleurs, il y a quelques parlementaires européens français qui ont dit leur inquiétude. Je crois que Virginie Joron, elle parlait d'un ministère de la vérité. Il y a Tout à fait. Sarah Knafo aussi qui a dénoncé une forme de pensée unique et de dérive inquiétante. On a aussi d'ailleurs des projets sur lesquels la Commission travaille depuis plusieurs années, qui sont notamment le portefeuille d'identité numérique et puis l'euro numérique. Tout à fait. Des outils qui sont présentés comme des moyens de lutter notamment contre la fraude ou la cybercriminalité, ou qui ont un aspect pratique, qui sont censés nous permettre de pouvoir accéder à tout un tas de documents à un seul endroit pour pouvoir réaliser plus facilement différentes démarches administratives ou privées. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives numériques ? C'est extrêmement dangereux, ça n'a aucune utilité. Notre euro est déjà numérique. Quand vous payez en carte bleue, c'est numérique, sauf que l'État n'est pas au courant, c'est la banque qui est au courant, effectivement, de votre transaction. Et c'est quand même très très différent. L'euro numérique, ça sera un euro de banque centrale où l'État sera au courant. C'est un système totalement soviétisant, où l'État pourra vous empêcher d'épargner s'ils en ont envie, faire une monnaie programmable, vous empêcher donc vous obliger à consommer, vous empêcher de consommer certains produits, vous allez consommer trop d'essence, trop de viande, ça va émettre trop de CO2, donc c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce mois. Vous pouvez pas prendre de billets d'avion parce que j'ai déjà pris deux fois dans l'année. Voilà, c'est extrêmement dangereux de donner à l'État des capacités de pouvoir complets sur la société, quoi, tout simplement. Donc, parce qu'on ne sait pas qui va prendre les commandes de l'État. Mais c'est fait pour ça, aujourd'hui, cet euro numérique. L'identifiant numérique que veut en mettre en place Keir Starmer, d'ailleurs, en Angleterre, au Royaume-Uni, qui est extrêmement mal vu, je pense qu'il n'arrivera pas à le faire. Alors, je crois que là, au Royaume-Uni, c'est une identité numérique obligatoire d'ici 2029 pour les travailleurs. Pour travailler, ouais, tout à fait. Donc, vraiment... c'est quelque chose d'extrêmement dur. Alors là, l'objectif aussi annoncé, en tout cas, c'est lutte contre la fraude et le travail illégal. Bien sûr. En fait, alors qu'il est pour l'immigration, donc ces gens se moquent du monde, mais effectivement, l'identité numérique couplée à l'euro numérique, tout ça, ça peut former un crédit social. C'est toutes les choses pour permettre un crédit social et donner des sanctions quand vous n'êtes pas gentil aux citoyens et donner des gratifications quand vous plaisez à l'État. Donc vraiment, il faut pas donner un tel rôle à l'État, c'est extrêmement dangereux et les gens qui font ça n'ont pas de bonnes idées derrière la tête, à mon avis. Il faut que le peuple en soit conscient. Vous pensez que certaines crises pourraient éventuellement être instrumentalisées peut-être à l'avenir notamment, on peut penser à la crise écologique, que ça pourrait donner lieu à justifier une forme d'interventionnisme de l'État qui pourrait utiliser ces outils numériques à sa disposition pour peut-être imposer certaines restrictions. Exactement. Sous couvert de protection de l'environnement. Exactement. Alors, les zones à faible émission, en fait, les ZFE, qui sont très très contestés par l'ensemble des Français, qui interdisent aux Français qui n'ont pas assez d'argent pour acheter une voiture électrique ou une voiture assez neuve, finalement, qui empêcherait la moitié des Français de circuler dans les villes avec des systèmes numériques. Ouais, tout à fait, c'est utilisé, l'écologie et le numérique sont utilisés comme des moyens pour empêcher la liberté des Français. Mais c'est des outils extrêmement dangereux, c'est des outils de contrainte extrêmement dangereux qui vont aboutir à la destruction de la liberté et à donner des outils de répression extrêmement féroces au gouvernement. Je pense que c'est très très dangereux et c'est utilisé comme tel, quoi, effectivement. C'est utilisé comme tel. L'écologie, en fait, les Français adorent l'écologie, ils adorent l'environnement, ils ont toujours respecté leur environnement. La France, vous voyez, le respect des terroirs à travers la nourriture, les fromages, la façon de manger, effectivement, ils respectent leur territoire et l'écologie. Mais l'écologie a été servie, vraiment une écologie punitive et privation de liberté. Et en fait, ils sont en train de faire détester l'écologie aux Français. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, en parlant d'écologie aussi, de ceux qui finalement estiment qui appellent à la décroissance, qu'il faut réduire aussi notre activité pour protéger la planète? Oui, mais il n'y a pas de modèle derrière ça. Moi, je veux bien pourquoi pas, philosophiquement, je suis ouvert à tout. Donc, ok, un modèle de décroissance et comment, etc. Mais il n'y a pas de logique derrière tout ça. Il n'y a pas de système économique, il n'y a pas de réflexion. C'est juste un simple mot. On va faire de la décroissance. D'accord. Présentez-nous un modèle, soit un modèle de société féroce, pas un modèle de société communiste ni ultra dur pour les pauvres, pour la décroissance. Et on en discutera. Moi, je le vois pas pour l'instant ce modèle-là. Vous voyez, qu'on puisse essayer de limiter les choses, oui. Mais il n'y a pas de modèle. Donc attention à ce qu'on propose. De toute manière, faire de la décroissance en France quand l'Asie entière
avec des milliards d'habitants, émet de plus en plus de CO2, consomme de plus en plus, je trouve que c'est quand même un peu suicidaire, quoi, je veux dire. Et ça ne servira absolument à rien, quoi, puisque de toute manière, chaque fois qu'on réduit de 5% de nos émissions de CO2, la Chine les augmente de 20%. Quoi. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Je crois que la France est responsable de 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. C'est ça, et le Français moyen émet moins de CO2 qu'un habitant de la planète, quoi. Bon, toute chose égale, pas ailleurs, on est plutôt extrêmement responsable en termes de CO2 et de pollution. De la même manière, on nous parle des pollutions plastiques qui vont dans la mer. Ce qu'on vous explique jamais, et c'est là où on a des médias menteurs qui sont insupportables, c'est qu'en fait, ces pollutions plastiques, elles viennent de 10 fleuves dans le monde, de régions émergentes, d'Afrique et d'Asie, qui charrient, où il n'y a pas de poubelle, de système de poubelle qui est bien fait, de déchets qui est bien géré, qui charrient des plastiques dans le monde entier. Il y a extrêmement peu de plastique qui vient des pays occidentaux, de France ou des États-Unis, qui se déverse dans la mer, quoi. Après, ça, on vous l'explique jamais, quoi. C'est assez logique dans le sens où on a envoyé nos industries dans ces pays-là. Donc c'est eux qui produisent. C'est les déchets de la consommation. Ah, de la consommation, pas de la production. C'est les déchets de la consommation, quoi, tout à fait. Donc là, on a vraiment un problème. Donc c'est pas émis en Occident, c'est émis vraiment dans ces pays-là. Mais voilà, il y a une forme de manipulation des gens. En fait, on leur dit pas la vérité, on essaie de les manipuler pour les pousser dans un coin. Et ça, c'est extrêmement gênant. Pour vous, les médias font plus leur travail d'information. Et c'est pour ça que les gens sont sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens, s'ils avaient des médias sains, où ils apprenaient des choses, où ils avaient des gens intéressants qui parlaient, ils n'iraient pas s'ennuyer à aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter pour s'informer. Ils y passaient beaucoup de temps. Voilà, ils y vont pour s'informer et pour dire leur colère. Et si on a un système de médias beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intéressant, comme on a eu il y a quelques dizaines d'années en France, je pense que les gens reviendront sur des médias traditionnels. Je crois que Emmanuel Macron disait qu'on ne pouvait pas ouvrir X, ancien Twitter justement, sans tomber sur un contenu d'extrême droite. Enfin, d'un contenu, donc un tiers de Français qui votent pour le RN. Bon, c'est logique, effectivement, vu qu'il y a un tiers des Français qui votent pour le RN, et 40 ou 50%, 45% des Français qui sont dans cette tendance-là, il est logique que quand on l'ouvre, on voit effectivement, c'est un exemple assez troublant dont nous parle Macron. Et vous pensez qu'il y a une forme de mépris, justement, de la part de certains politiciens vis-à-vis des Français qui votent Rassemblement National Ah oui, je crois qu'il y a un vrai mépris de classe, quoi, très clairement. Cette classe plus, voilà, c'était Chateaubriand qui parlait ça au début. L'aristocratie, c'est donc les gens qui dirigent, c'est l'âge des supériorités. Ensuite, ça finit. La deuxième phase, c'est l'âge des privilèges, et à la fin, on finit par l'âge des arrogances et des vanités. On est là-dedans, quoi. Effectivement, il y a un mépris de classe complet, alors que cette caste au pouvoir est totalement minable et incapable de gouverner le pays. Elle devrait avoir honte d'elle-même. Mais au contraire, par un effet de renversement, elle est extrêmement arrogante et extrêmement méprisante envers le peuple français. D'ailleurs, c'est assez ridicule parce que on nous parle de gouvernement des experts et on est de plus en plus dans un gouvernement technocratique d'experts. On voit que la réussite de ça est très très mauvaise. On est en échec. Et les études montrent que quand le peuple décide sur des grands sujets, quand une grande partie un grand nombre de gens décident sur les sujets, en fait, les résultats des décisions, des référendums, sont meilleurs que les décisions d'experts. C'est assez intéressant. Ça fait d'ailleurs longtemps que le peuple français n'a pas été consulté par référendum sur un sujet... Non, c'est vrai. Ça fait 20 ans depuis le traité constitutionnel européen, effectivement. Ah oui, bon là c'est un autre... Alors que De Gaulle avait constitué... Pour lui, la Ve République qu'il avait instituée, c'était un dialogue aussi avec le peuple. C'était un pouvoir qui avait de la force, mais qui allait... Lui, il est allé 5 fois devant le peuple pour proposer des référendums 5 fois de suite, quoi, en fait, en l'espace de 10 ans. Alors... Derrière, on a eu extrêmement peu de référendums. Je pense que le référendum, c'est vraiment important et on a travaillé dans le groupe réforme des institutions, qui me semble très importante. On parle de référendum d'initiative citoyenne. On propose un référendum d'initiative citoyenne qui n'ait pas lieu. Il faut qu'il y ait 1 million de signatures pour. Oui, ça vous le précisez dans effectivement les conditions. On le précise, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais qu'il y ait un impératif qui s'impose au pouvoir. C'est-à-dire que même si le pouvoir exécutif n'est pas d'accord, il s'impose automatiquement. Ça me semble très important. Vous parliez du référendum de 2005 tout à l'heure. Bon, les Français ont dit non, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ah oui, mais il faut le mettre dans la loi. En fait, il faut le mettre dans la Constitution. Si le président n'applique pas les lois qui ont été décidées par le référendum, c'est un groupe de lois précis. À partir de ce moment-là, le président est automatiquement destitué. Et il y a de nouvelles présidentielles qui sont faites. Il faut être extrêmement ferme, parce que si vous n'êtes pas ferme, vous faites comme la Suisse où le référendum d'initiative citoyenne, c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'il y en a un peu trop. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a qu'un niveau de vote de 45-50%. Puis parfois, ils sont pas tenus. C'est-à-dire que le référendum sur l'immigration en Suisse de 2012 ou 13
en fait, où les Suisses avaient demandé une réduction de l'immigration, n'a pas été tenue par les élites. Et ça décourage les gens. C'est un outil qui n'est pas intéressant si l'outil ne permet pas automatiquement que la décision du peuple qui a été prise soit adoptée. Donc c'est pour ça qu'on propose que ce soit complètement impératif. Vous parliez de l'immigration tout à l'heure. Est-ce que vous poseriez aussi la question directement aux Français à ce sujet-là? C'est vrai que ça peut être une question intéressante, mais ce qu'on dit, c'est voilà, ça peut être une question intéressante pour appuyer, parce que comme l'oligarchie veut continuer l'immigration et le peuple veut depuis 20 ans la réduire, ça serait une bonne manière de clouer le bec de l'oligarchie et qu'elle ne puisse pas mettre de bâton dans les roues de diverses manières dans une baisse des flux d'immigration. Donc ça peut être une question qu'on pose aux Français. Et alors sur l'immigration, je crois que vous parlez d'un problème civilisationnel dans votre livre. Hein, pourquoi c'est le cas pour vous? Parce qu'à force de faire venir 500 000 personnes par an, ce qui est gigantesque, hein, c'est la taille de la ville de Lyon, entre l'immigration légale et illégale qui reste en France. Et en plus, beaucoup de gens des mêmes régions, hein, on fait venir beaucoup de gens d'Afrique et d'Afrique du Nord. Évidemment que ça pose un problème de perte de l'identité française, parce que ces gens peuvent assimiler des personnes, on ne peut pas assimiler des peuples. Les gens viennent finalement avec leur culture, qui n'est pas la culture française. Donc on n'a plus de respect de la culture française, plus de respect des mœurs et plus de respect de l'identité française. C'est une question de quantité alors finalement. C'est une question de quantité, quoi. C'est pas que les gens sont malveillants en venant. Mais quand ils se retrouvent dans des quartiers où ils sont entre eux, finalement, par la logique des choses, hein, de l'immigration, ils préfèrent les gens se retrouver près de les Mauritaniens, près de gens mauritaniens qu'ils connaissent, pareil pour beaucoup de peuples. Et bien donc, à partir de ce moment-là, ils continuent avec leur culture, quoi, très clairement, avec leur identité. On voit, il y a un sondage qui est sorti là, qui est sorti, qui est fait régulièrement chaque année, qui montre qu'on a plus de 40% des personnes immigrées qui sont musulmanes, qui disent qu'ils préfèrent la charia, la loi de la République. Donc on voit le problème civilisationnel. Moi personnellement, j'ai pas du tout envie d'être dominé par la charia un jour. Ah oui, c'est ce sondage IFOP, oui, sur le rapport à la religion des musulmans, effectivement. Tout à fait. J'avais noté que 44% des sondés pensent que le respect des règles de l'islam, effectivement, est plus important que celui des lois françaises. Et une proportion d'ailleurs qui monte à 57% chez les 15-24 ans. Donc on voit que les jeunes sont un peu plus radicaux que leurs aînés. Tout à fait. Alors qu'ils fassent ça dans les sociétés arabes, moi ça me pose pas de problème, mais effectivement la société française, on n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de choses et de ce genre de débat. En Angleterre, il y a d'ailleurs un conseil de la charia dans une ville qui est tout à fait informelle, mais qui a un poids, parce que quand il y a énormément de musulmans, c'est une ville où il y a 75% d'immigrés, une grosse partie musulmane. Effectivement, la charia est en train de commencer à s'appliquer sur certaines parties de l'Angleterre, quoi, ce qui est évidemment absurde et regrettable. Il ne faut pas laisser faire ça. Mais d'ailleurs, je crois que c'était l'ancien directeur de la DGSE, Pierre Brochand aussi, qui récemment a fait une tribune dans le Figaro où il évoque un risque quand même important de confrontation interne si rien n'est fait dans les années qui viennent. Il n'utilise pas le terme de guerre civile, qui n'est pas adapté selon lui. Mais il dit que si nous restons les bras croisés, nous irons vers le pire. On voit bien, il y avait aussi le ministre de l'Intérieur de Gérard Collomb, qui avait dit « Aujourd'hui, nous sommes côte à côte, demain, j'ai peur que nous soyons face à face ». Mais dans le chapitre sur les flux d'immigration, hein, que nous avons travaillé avec... là, c'est plusieurs adhérents du mouvement politique citoyen qui étaient très intéressés par ça. En fait, on a quand même dit qu'on défend toutes les identités dans le monde. C'est-à-dire qu'on défend l'identité française, évidemment en France, mais moi, on n'a pas non plus envie que l'identité marocaine soit détruite par les flux d'immigration qui sont en train d'arriver au Maroc et contre l'avis de la population, avec des ONG, un système d'ONG Soros, etc., qui est un peu le même qu'en France. Pareil pour la Tunisie, les Tunisiens sont très mécontents de l'arrivée de beaucoup de flux d'immigration d'Afrique noire. Ils sont pas contents, en fait, du laisser-faire qu'il y a à ce niveau-là, et je trouve que chaque peuple a le droit de défendre son identité. Et moi, j'aime un monde où il y a différentes identités et non une seule identité mondiale, multiculturelle, qui n'a pas de sens, quoi. Mais est-ce que finalement, parce que vous dites dans le livre que tous les pays du monde ont le droit de défendre leur mode de vie, leurs mœurs et leur culture, mais est-ce que vous pensez que c'est un droit qui n'est plus alloué aux Occidentaux aujourd'hui? Oui, c'est vrai, il y a eu différentes choses qui ont fait qu'on ne nous a pas laissé défendre notre identité, l'identité française, alors qu'on laisse défendre l'identité de tous les autres pays. On trouve ça normal, sauf pour la France. Donc on a une forme de détestation de nous-mêmes, de repentance, qui est tout à fait regrettable. Il faut arrêter avec ça, parce que c'est un peu comme une personne qui se déteste elle-même, qui a de la repentance sans arrêt, elle pourra jamais avancer dans la vie, elle va se détruire. C'est pareil pour un pays, donc il faut arrêter avec cette repentance.
défendre son identité, ce qu'on est, c'est quelque chose de tout à fait valable. Hein. C'est quelque chose de tout à fait normal et de très important. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss lui-même disait, en fait, je me rends compte que maintenant, c'est l'identité occidentale qui est attaquée. Et donc, j'ai tendance à dire, autant nous avons colonisé et affaibli les identités locales, maintenant, c'est nous qui commençons à voir notre identité locale affaiblie, à nous de défendre notre identité. Et d'ailleurs, on entend souvent sur l'immigration l'argument qui consiste à dire, en tout cas en France, que les immigrés accepteraient de faire des métiers pénibles que les Français seraient aujourd'hui moins enclins à faire. On peut penser au bâtiment ou à la restauration. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est toujours vrai. En fait, quand vous allez dans des métiers pénibles, le Bouygues, depuis 50 ans, en fait, dans le bâtiment, c'est des métiers difficiles que vous faites en extérieur, etc. Et si vous voulez moins payer les gens, vous faites venir des immigrés. Une fois que vous avez fait venir des immigrés, comme l'a fait, il y avait déjà, je crois, 70% d'immigrés chez Bouygues dans les années 70-80. Quand vous avez fait venir des immigrés et que les salaires ont baissé d'un cran, ils sont 30% en dessous, les gens ne vont pas aller bosser dans le bâtiment à l'extérieur, vous voyez, pour 30% de moins. Ah, vous pensez que du coup, le fait de faire venir une immigration de travail, ça fait exercer une pression à la baisse sur les salaires? Énorme pression à la baisse sur les salaires. Moi, je l'ai vu et j'ai des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont montré ça. Il y a que certains immigrés qui acceptent certains salaires très mal payés dans de mauvaises conditions. Faites la pression à la baisse sur les salaires, puis après, les Français, vous les éjectez, en fait, vous les évincez de ça. Ils vont chercher du travail ailleurs, dans des conditions de travail meilleures ou avec des meilleurs salaires, quoi. C'est toute la problématique. Dans la restauration, c'est la même chose. La restauration, il y a plusieurs facteurs, mais il y a le fait qu'il y a beaucoup trop de restaurants dans certaines zones. On s'est transformé en zone de tourisme. À Paris, vous pouvez pas avoir que des gens qui veulent devenir restaurateurs ou serveurs ou cuisiniers. Dans une population, les gens ont envie d'autres métiers. Alors après, comme le tourisme s'est développé de façon gigantesque, en fait, il y a énormément de restaurants. Et comme les tarifs de l'immobilier, en plus, on n'a rien géré, l'immobilier est extrêmement cher. Vous voyez, moi je connais quelqu'un qui est chef de service à Paris dans un restaurant, une jeune, qui est travailleuse, elle est obligée de vivre dans une chambre de bonne. Est-ce que c'est normal, quoi, vous voyez? Ou alors, il faut vivre à 30 km et venir, alors le matin, le midi, puis le soir, rentrer tard. Vous voyez, donc rien n'est fait pour. Donc c'est pas que les Français n'ont pas envie de bosser, mais les Français n'ont pas tous envie d'être serveurs ou cuisiniers. Et ça, c'est au marché finalement de faire le travail. C'est marrant, les libéraux, ils sont toujours pour le marché, sauf quand le marché, il y a une pénurie de gens qui veulent le faire. Il y aura un tout petit peu moins de restaurants, ça ne sera pas un problème. Et est-ce qu'on peut faire l'impasse sur l'immigration aussi, compte tenu des problèmes de natalité qu'on connaît et du problème du renouvellement des générations? De toute manière, même les pays d'Afrique du Nord commencent à avoir la natalité qui est en train de passer en dessous de 2. Donc de toute manière, tous les pays du monde vont avoir des problèmes démographiques. Donc on sera obligé de changer. La deuxième chose, si on veut développer une France qui soit équilibrée, qui soit pérenne dans le temps et qui soit conservée, de toute manière, il faut faire une France où la vie est quand même beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup plus d'optimistes, où les jeunes ont la capacité d'acheter un logement ou de se louer de façon correcte, pas trop loin de leur travail, pour faire des enfants. Si on est dans ce niveau d'agressivité par le pouvoir, qui nous parle de guerre contre la Russie, de guerre contre un virus, le Covid, qui était guerre plus dangereuse qu'une grippe, fondamentalement en moyenne, de guerre sur le climat, voilà, cette panique-là, effectivement, on n'aura pas de gamins et on aura des problèmes d'avenir absolument gigantesques. Je pense que le but d'un gouvernement, il n'est pas de faire peur à sa population, il est de rassurer, il est de protéger, effectivement, notre avenir. Et donc, on n'a pas besoin d'immigration si on remet la natalité en marche. On est capable de le faire, de faire une politique nataliste comme on a le fait pendant des années pour avoir au moins 2 enfants par femme et avoir en fait, une société qui se régénère au fur et à mesure. Ça, c'est un des enjeux fondamentaux qui n'est absolument pas pris au sérieux, mais qui est très important. Si on veut avoir un système des retraites qui tient, il faut avoir des enfants, quoi, très clairement. Vous parlez des discours anxiogènes qu'on a eu, que ce soit pendant la crise sanitaire ou ceux liés à la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou au réchauffement climatique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a le gouvernement aussi joue sur une dramatisation des peurs, peut-être pour éviter certains sujets qui fâchent? Machiavel disait « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Voilà. Il avait tout dit, et c'est exactement le cas. En fait, quand les gouvernements sont vraiment très mal, sont dans une impasse, dans des périodes historiques, en fait, ils aiment bien conduire le peuple à la guerre, ce qui permet de faire un problème encore plus gigantesque et d'oublier tout le passé, toutes les erreurs du passé. Je pense qu'on en est là.
Je pense qu'on en est là. Je pense qu'ils flirtent avec l'idée de guerre. On a le général Mandon qui a dit qu'il y aura une guerre contre la Russie dans 3 ans. La Russie n'a aucun intérêt à faire une guerre contre l'Europe, contre la France qui est nucléaire et contre l'OTAN qui fait 1 milliard d'habitants contre 100 millions d'habitants chez eux. Je pense que la Russie, on a tout intérêt à se réouvrir à la Russie, à être clair sur l'Ukraine pour obtenir une solution, hein, parce que plus l'Ukraine, cette guerre dure, plus le peuple ukrainien est broyé, brisé, plus la population s'enfuit ou est tuée. Donc on a un problème absolument gigantesque pour l'Ukraine. Donc il faut trouver une formule de paix intéressante pour les deux pays. Bon, je simplifie, mais en tout cas, je pense que la Russie, on a tout intérêt à la remettre dans le système international. Et ce n'est pas notre ennemi, certainement pas, quoi. Je pense que là, on est vraiment dans un énorme mensonge pour monter une opération de peur. Et sur la question là, du gel des avoirs russes, enfin de la saisie, même puisqu'on a gelé les avoirs de la Banque centrale russe qui étaient placés en Europe, se pose la question de savoir si on les utilise. Qu'est-ce que vous en pensez? Utiliser les avoirs russes, donc les 300 milliards que la Russie a mis en Europe d'euros, c'est envoyer le signal à tous les pays du monde que l'Europe est capable de voler l'argent d'un autre État s'ils sont en désaccord avec eux. Donc ça veut dire que les autres États vont ne plus placer l'argent en Europe. Ça va nous poser des problèmes vraiment très importants. Donc c'est tout simplement du vol, hein. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, quoi, de voler les avoirs d'autres États. D'ailleurs, c'est du vol et ça serait extrêmement préjudiciable à l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système dollar est en train de perdre un peu son statut de monnaie de réserve à force de sanctions, d'utilisation de la monnaie du dollar. En fait, les autres pays n'ont plus envie d'utiliser le dollar, quoi. Donc c'est totalement désavantageux de faire ce genre de choses. Alors, vous parlez aussi de la moralisation de la vie publique dans votre livre. Il y a un manque d'exemplarité croissant pour vous. Ah oui, quand on voit Alexis Kohler, par exemple, qui refuse d'aller à une commission d'enquête alors qu'il y est forcé, normalement, pour témoigner, je crois que c'était dans l'affaire Nestlé, il me semble qu'il y en avait une autre. C'est complètement scandaleux. C'est complètement scandaleux. Une commission d'enquête parlementaire, c'est une commission d'enquête où on établit les responsabilités quand il y a un problème qui s'est passé. Et si on ment et on parjure, on est puni. Il me semble, c'est plusieurs années de prison possibles. Voilà. Et ça n'est pas respecté en France. Et sur la moralisation de la vie publique aussi, je voudrais savoir ce que vous inspire la condamnation récente de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans le cadre du procès du financement libyen de sa campagne électorale en 2007. Mais il me semble que il y avait quand même pas mal d'éléments, hein. Le procès était très rempli, très long. Il y avait pas mal d'éléments à charge pour Sarkozy. Après, moi, je suis pas juge, hein. Donc, il y avait quand même beaucoup d'éléments à charge contre Nicolas Sarkozy en association de malfaiteurs et contre Djouri. Il y a eu de l'argent qui a été envoyé par le régime libyen aux émissaires de Sarkozy suite à leur visite. Il y a des carnets des ministres libyens qu'il avait rencontrés qui expliquaient à quoi devaient servir ces sommes. Voilà, il y a donc un faisceau d'éléments très importants. Après, moi, je ne suis pas juge, hein, quoi, mais effectivement, je pense que de toute manière, c'est vrai que Sarkozy était incroyable. Il a été 5 ans au pouvoir. Il a fait tellement n'importe quoi qu'il a eu 11 procès, quoi, contre lui. Donc, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. C'est sa 3e condamnation. Troisième condamnation, il 11 a fait procès. appel, mais... Exactement. Et il y a des procès qui sont définitifs, quoi, très clairement. Donc c'est assez fou ce qu'a fait Sarkozy. De toute manière, Sarkozy, en plus, c'est un traître à la France. Hein. C'est lui qui nous a imposé le traité constitutionnel européen. Donc le traité de Lisbonne en 2008, alors que le peuple français avait voté non en 2005. C'est lui qui est revenu sur le geste du général de Gaulle de sortir du commandement intégré de l'OTAN, qui nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN dans la main des Américains. C'est lui qui a détruit la Libye, donc qui a détruit un peuple entier qui maintenant, depuis 15 ans, est dans une forme de guerre civile ou de bataille entre chefs, et donc dans une panade incroyable, quoi, et qui a en même temps fragilisé tous les autres pays, le Mali, etc., tous les pays adjacents, puis il y a énormément d'armes qui ont été envoyées, et puis c'est aussi une porte d'immigration, en fait, au flux d'immigration vers l'Europe. Ce type est un traître absolu, qu'il ait été condamné par une forme, voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid, je vous avoue. Vous pensez que Nicolas Sarkozy était un moins bon président qu'Emmanuel Macron? Non, bizarrement, on a l'impression qu'ils sont de pire en pire, quoi. En fait, ouais, pratiquement en ligne descendante. En tout cas, Sarkozy, Hollande, Macron, je crois qu'on est en descente
on est en descente assez impressionnante. Et c'est à chaque fois pire, quoi. Les Français ont voulu se débarrasser de Sarkozy en prenant Hollande. C'était vraiment leur volonté. Ensuite, Hollande, ils ont voulu s'en débarrasser en prenant Macron. Voilà. On a des présidents qui sont sans cesse plus mauvais. Ça nous interroge, quoi. Et vous pensez d'ailleurs qu'Emmanuel Macron devrait démissionner? Certains politiciens lui ont demandé de le faire. Même son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, hein, qui disait, je crois que c'était la meilleure solution, de procéder à une élection présidentielle anticipée et de ne pas attendre finalement 2027. Effectivement, le problème, c'est que Macron a fait cette dissolution. Il s'est retrouvé troisième, en fait. Au premier tour, il était troisième bloc. Il est en hyper-minorité. Là, il gouverne avec 160 députés sur 580 et quelques. Donc, effectivement, il avait dit d'ailleurs à l'époque, le journal Le Monde l'avait relaté, qu'il avait fait ça pour jeter une grenade dégoupillée dans les jambes de ses adversaires. Voilà. Et qu'il allait voir ce qui se passait. Donc on voit qu'il n'est pas du tout dans le respect, dans son rôle de président, de continuateur de l'État, de faire en sorte que l'administration continue à bien fonctionner. Je pense qu'il devrait démissionner parce qu'effectivement, on va pas rester pendant 1 an et demi avec une assemblée divisée en 3 parties qui ne peut pas tourner. Au moins qu'il fasse une dissolution, ça c'est le minimum. Et s'il n'y a pas de combinaison possible qui permette d'avoir une stabilité politique et d'avoir un gouvernement qui peut prendre des décisions et aller de l'avant, à ce moment-là, démissionner. Oui, effectivement, ça me semble tout à fait nécessaire. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un de suffisamment compétent derrière pour prendre le relais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une figure politique qui incarne peut-être le renouveau que vous appelez de vos voeux? Pas vraiment, parce que le verrou médiatique fait qu'on n'a plus beaucoup de figures politiques intéressantes, mais au moins que on revienne devant les électeurs, devant les Français, pour choisir au minimum une nouvelle assemblée législative qui soit majoritaire et une assemblée et sinon un président. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le fait qu'il y ait eu ce front républicain avait fait que, en fait, on a volé le pouvoir au peuple français. Le peuple français voulait que ce soit Marine Le Pen et le RN qui ait une majorité à l'Assemblée. Ils s'étaient déplacés en masse avec petite magouille du front républicain entre tous les autres partis. Ils ont réussi à récupérer des sièges pour eux et à empêcher Marine Le Pen d'être quasiment majoritaire, soit proche de la majorité. Donc on voit que en faisant ça, ils ont bordélisé la vie politique en fait complètement et ils ont empêché la France d'avoir un gouvernement qui tienne la route. Ça, est-ce que vous pensez que ça va pas, que les Français aussi maintenant vont en tenir compte, que ça nourrit aussi finalement la colère d'une certaine partie de la population qui a l'impression que finalement voter ne sert plus vraiment à grand chose. C'est vrai les gens ont l'impression que leur vote ne sert pas à grand chose et qu'ils sont pas écoutés, quoi. Sur les flux d'immigration, ça fait 20 ans qu'ils demandent, et de plus en plus de Français demandent, et c'est très majoritaire, l'arrêt des flux d'immigration. Ils ne sont pas écoutés. Maintenant, quand ils votent, il y a des petites magouilles et manipulations qui sont faites pour empêcher leur champion d'arriver au pouvoir. Marine Le Pen a été condamnée avec exécution provisoire, ce qui l'empêche de se présenter a priori pour 2027, alors que c'est la préférée des Français. Ils ont l'impression que tous les obstacles sont mis sur la route par l'oligarchie pour les empêcher d'exercer le pouvoir et d'obtenir ce qu'ils veulent. Vous dites, vous avez répété plusieurs fois finalement que les politiques avaient trahi le peuple français. Vous écrivez que nos dirigeants emmènent la France dans le mur sous les yeux effarés des Français. Mais on parlait d'élections tout à l'heure. Ces dirigeants, ils ont été élus. Est-ce que les Français n'ont pas finalement les dirigeants qu'ils méritent? Est-ce qu'ils sont pas eux-mêmes responsables, au moins en partie, du désastre que vous décrivez? Forcément, le peuple a forcément aussi une responsabilité, peut-être à un moment de s'être fait duper par des dirigeants politiques. Mais vous savez, c'est très facile de duper à partir du moment où vous maîtrisez la scène médiatique, que vous mettez en valeur une personnalité, où vous mettez justement, vous êtes agressif avec une autre personnalité. C'est très facile de manipuler l'opinion en termes médiatiques. C'est pour ça qu'on veut une ouverture des médias. C'est très facile d'ailleurs de ne pas inviter des gens. Marine Le Pen, en 2014, quand elle voulait sortir de l'Union européenne jusqu'en 2017, n'était quasiment pas invitée dans les médias. Elle avait 1 ou 2 émissions, mais de tout petits médias par semaine, pour l'ensemble du Front National. Voilà comment ils manipulent le système, quoi, très clairement. Mais je pense qu'il faut pas regarder ce tort-là. Je pense qu'il faut réouvrir les élections, avoir des médias plus diversifiés. C'est tout le sens de cela pour qu'on ait enfin un système démocratique qui fonctionne à nouveau. Mais il faut pas se leurrer. Je veux dire, un système démocratique demande des vertus, c'est-à-dire un peuple qui prend le temps de s'informer, pour comprendre les enjeux, pour comprendre quelles sont
seront le meilleur dirigeant selon leurs idées pour la France. Sans vertu, vous n'avez pas de démocratie qui fonctionne. Merci beaucoup pour votre éclairage, Philippe Murer. Merci beaucoup, merci à vous.